Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? I am the greatest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à RMC Fighter Club. Et pour ce 330e épisode, nous allons revenir dans la cage pour débriefer l'UFC 315 de Montréal. Et il va y avoir pas mal de choses à dire, des choses heureuses et des choses un peu moins heureuses. Donc je suis content d'être accompagné par mon binôme Anthony Sterpini. Salut Anto, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, et toi comment ça va Baba? Bah écoute, impeccable, on a bien récupéré du week-end, bon encore un peu fatigué. Très gros week-end avec le KSW en plus de l'UFC. Mais là, moi, ça me fait plaisir de te voir. Place de la présentation. On va faire un gros big up à Arbi tout de suite, comme ça c'est fait. Gros bisous mon frérot. Et écoute, on va partir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Manon Fiorot qui a trébuché sur la dernière marche contre la légendaire Valentina Shevchenko. BSD qui a réussi son retour avec spectacle mais aussi avec discipline, et on va en parler. Jack Della Maddalena qui détrône le champion Belal et qui attend de pied ferme Islam Makhachev. Le Fighter Club revient en détail sur ce qui s'est passé au Canada. Alors écoutez, malheureusement Manon a perdu avec tous les espoirs, avec tout le soutien du public français, mais ça n'a pas suffi parce qu'en face il y avait une légende qui a su faire le boulot. Il y a eu pas mal de choses, donc on va pouvoir revenir en détail sur la tactique, sur la technique. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Alors déjà on va revenir sur le déroulé du combat, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde est à peu près ok sur la carte des juges, 3 juges à 2 pour Valentina. Qu'est-ce que tu en penses Anto? Bah exactement, c'est de ça qu'on va parler en premier, c'est plus le scoring. Ouais. J'ai bien 3 rounds Valentina, 2 rounds Manon, en sachant que on va parler du premier round. Premier round, clairement, Valentina. Il n'y a pas question, c'est même l'un des rounds les plus clairs du combat. Et bah en fait, c'est en fonction de l'approche, Baba, moi je trouve que Valentina, elle est arrivée avec une attitude de championne. Elle savait ce qu'elle devait faire, et elle a eu direct son chemin de victoire dans le premier round. Ouais, donc on voit que assez rapidement, elle arrive à timer les entrées de Manon et à la contrer avec son bras avant. C'est toute l'histoire du premier round, quasiment ce bras avant. Oui, exactement. C'est Valentina. En fait, Manon, elle a eu très vite du mal à trouver la distance avec Valentina, même dans le premier round et dans tout le déroulé du combat. Les jabs de Manon étaient assez loin du visage de Valentina, alors que Valentina, dès qu'elle faisait des entrées, surtout sur les kicks, et on reviendra aussi là-dessus parce que elle s'est fait beaucoup contrer sur les kicks qu'elle envoyait, Valentina rentrait. Ouais. Et Baba, c'est là où je voulais voir avec toi sur le côté plus toi le côté coach. Valentina qui est très aérienne de base. Là, elle était très ancrée, très terrienne en fait dans ses entrées avec le bras avant. Ouais, en fait, moi je trouve qu'elle a bien approché la karatéka de base, parce qu'on sait que les karatékas, et Manon en particulier, attaquent par séquence, par blitz, on appelle ça. Et elle avait compris, donc elle est restée ancrée en fait dans le sol. Et à chaque fois que Manon rentrait, en fait, elle a quasiment jamais reculé. Elle n'a pas fait son pas de retrait, elle a juste attendu et contré avec son crochet du bras avant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça arrive sur le nez et là on tourne un problème. Le nez qui commence à saigner comme ça. À quel point tu penses que ça a pu jouer sur ce premier round en tout cas, et peut-être davantage sur le combat, même si on y revient après? Alors on reviendra après, bien sûr, sur la suite du combat, mais sur le premier round, en tout cas on l'a vu, c'est dans les ralentis directement. L'UFC, à partir à la fin du premier round, ils ont montré ce ralenti, c'est que eux aussi, ils ont dû voir que cette attaque sur le nez, ça a tout changé. Ouais. Et au final, on voit Manon sur les ralentis, bon, elle le montre pas, qu'elle a mal, parce que on le sait, toi et moi, que dès que ça attaque vraiment le nez, une fracture sur le nez, ça fait extrêmement mal. Elle le montre pas. Mais mine de rien, elle a reculé tout de suite après avoir reçu des coups au nez. On voit que Manon, elle avait déjà un problème de distance, mais en plus, elle a reculé, elle a dû s'adapter après avoir reçu ce coup-là. Ouais, donc c'est pour ça qu'on la voit sortir pas mal sa jambe avant. Elle essaie de garder un peu plus de distance. Le problème, c'est que Valentina, elle pose un deuxième contrôle sur ce premier round en l'amenant au sol. Et là, on contrôle. Donc là, vraiment, le round, il est fini, on n'en parle plus. Il est dans la poche de Valentina. Oui, exactement. Bon, comme on a dit, pour moi, et tu es d'accord avec moi, que le premier round, c'est le round le plus clair du combat. Le round du champion, elle attendait juste l'erreur pour punir avec le bras avant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on regarde le combat, on se dit, en fait, le combat, il va être très, très compliqué pour Manon. Mais on verra par la suite que ça a été beaucoup plus serré que prévu. Ouais, exactement. Alors ensuite, il faut passer au deuxième round. Évidemment, à partir de là, il va falloir s'ajuster. Il y a plusieurs options qui s'offrent à elle. En tout cas, le coach, Cassata, en a proposé plusieurs. On va l'écouter tout de suite. Respire bien. Tu arrives à respirer encore ou pas? Bon, ok. On respire. C'est pas grave. On respire, tu m'écoutes. Le premier, il est perdu. On respire bien. Maintenant, soit tu continues à boxer, mais dans ce cas-là, elle t'attend sur les kicks, elle t'a contré. Soit tu continues à boxer, soit tu me changes, tu rentres sur la lutte. Manon.
Maintenant, travaille plus sur l'anglaise. Du moment que tu arrives à respirer, le reste, c'est pas très important. C'est rien. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si tu te sens maintenant en anglaise, si tu la feintes, tu passes. Moi, j'ai confiance en toi. Si tu as envie d'essayer de l'approcher un peu en lutte, tu l'approches un peu en lutte. T'inquiète pas. Maintenant, il n'y a rien qui est mort, c'est que le premier. Alors donc on entend bien Aldric Cassata, hein, son coach, et merci pour la prod les gars, notamment Maxime Abolin. Il propose des options, Aldric, mais il propose des options à Manon. Donc il n'est pas encore en train d'imposer un nouveau game plan, il lui dit simplement voilà, tu peux passer sur la boxe ou tu peux passer sur la lutte, à toi de voir, il y a encore beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet interround, Anto? Bah, en fait, quand je regarde l'interround, je me dis que moi, ça me choque pas parce que Aldric Cassata, il a toujours été comme ça avec Manon, mais avec tous ses autres combattants et combattantes. Axel Sola ou Virgil Hogan, pour avoir combattu à l'arrêt et avoir entendu les interrounds, il leur laisse des choix. Il l'a toujours dit quand il donne des interviews. Il a pu le donner à nos confrères de Fight Mind ou Jab Life aussi. C'est il ne veut pas avoir une manette et dicter en fait sa loi, entre guillemets, je mets des guillemets à sa loi, à son combattant. Donc ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de, à ce moment-là, Manon est dépassée. On semble dire que Valentina est meilleure debout. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Dans ce premier round, on voit aucune solution pour Manon vu qu'elle est emmenée au sol. On n'a pas encore cet aspect du cage control. Bah là, peut-être donner des solutions. En fait, si il lui dit tu peux à l'anglaise. Bah, en fait, on a vu qu'au premier round, l'anglaise ne passait pas. Donc pourquoi demander de l'anglaise? Mais il a donné quand même cet aspect de la lutte. Pourquoi pas utiliser la lutte? En tout cas, en parlant d'anglaise et en parlant de lutte, je pense que l'idée derrière la tête de Cassata, c'est de changer de distance de combat, tout simplement. Qu'à distance, ça va être compliqué. De partir de loin, on se fait attraper. Elle est assez clairvoyante, Valentina, là-dessus. Elle a le bon coup d'œil. Donc, c'est vrai qu'il fallait se rapprocher. Par A ou par B, par l'anglaise, en travaillant vraiment, pourquoi pas, même sur du dirty boxing, ou en tout cas à courte distance, ou sur cette lutte. Manon, elle passe en lutte, en tout cas, dans cette deuxième reprise. Peu importe comment le message est passé, visiblement, le message est passé. Comment tu vois cette deuxième reprise? Dans cette deuxième reprise, tu l'as dit clairement, elle ajuste dans le round 2, elle l'ajuste aussi dans le round 3, c'est une bonne adaptation. Il y a rien à dire, on peut rien dire parce qu'à la fin du troisième round, Manon elle gagne 2-1 en tout cas sur mon scoring. Je reviendrai aussi sur la fin de ses dires entre le premier et le deuxième round. Il dit, si tu la feintes, ça va passer. Et en fait, dans le round 2 et dans le round 3, quand il y a des phases de striking, Manon ne feinte pas. Elle est très lisible en fait dans son striking au deuxième round, mais le catch control suffit, elle y arrive. On voit qu'elle est plus imposante que Valentina, que physiquement elle a le dessus, mais je sais pas si tu as ce même ressentiment là, Baba, j'ai pas vu Valentina inquiète du tout, même quand Manon était sur elle en catch control. Ouais, c'est vrai que c'est là où toute l'expérience de la championne entre en ligne de compte, et c'est vrai qu'elle était froide dans le regard, dans les expressions, et c'est très important ce que tu as dit. Quand tu parles de feinte, quand on va feinter son adversaire, c'est parce qu'on veut obtenir une réaction de l'adversaire. Quand en face de toi, tu as un cyborg qui réagit pas, c'est compliqué. Donc je peux comprendre que Manon derrière se dise de toute façon, je feinte, ça fonctionne pas spécialement, donc je vais juste essayer de striker à distance, mais pour servir mon jeu en lutte. Et comme tu l'as dit, ça fonctionne. Round 2 et 3, normalement c'est pour Manon. Il n'y a qu'un seul juge qui n'est pas d'accord sur le troisième round, mais bon, il y a deux juges qui sont OK, qui ont la même carte que nous au troisième round. 2-1 Manon, donc finalement ça se passe plutôt bien. Et Aldric avait raison, c'était que le premier round, derrière on gagne les deux suivantes. Donc ça se passe bien pour le moment. Mais non, mais ça se passe très bien pour le moment. On arrive au troisième round et là on se dit, en fait, on va pas se mentir. On voit le premier round, on a très peur. On a très peur que ce soit un 5-0 ou que Manon se fasse terminer dans le 2, 3 ou 4 parce que Valentina, elle aime bien gérer son combat et avoir des finishes assez tardifs dans le combat. Mais cette adaptation-là, on se dit, mais en fait, c'est bon. Elle peut l'avoir sur ça. Surtout qu'il y a une stat à noter aussi, c'est que Manon frappait énormément au clinch. Dès qu'il y avait le clinch, Manon, elle envoyait des coups de genoux. J'ai noté durant tout le combat, elle a beaucoup plus frappé que Valentina au clinch. C'est 29 frappes au clinch. Beaucoup de coudes, beaucoup de genoux, beaucoup style Muay Thai, comme disait Aldric Cassata. Manon sait tout faire. Là, elle l'a montré. Mais par contre, c'est vrai que elle a gagné le 2 et le 3, mais dans les Championship Rounds, les derniers rounds, donc on a vu l'expérience de Valentina. Je trouve que essayer de prendre les rounds, donc elle a essayé de le prendre par les secondes, par le temps. Je trouve que, Eza, tu vas me donner ton avis sur ça, que c'est une stratégie quand même assez risquée. Parce que tu prends le contrôle, tu fais des frappes au clinch, donc il y a quelques dégâts, mais les dégâts sont pas vraiment... Ils sont significatifs, mais ça, on le voit pas vraiment. C'est pas il n'y a pas de down. Il n'y a pas de grosse maîtrise parce que c'est vraiment je te colle à la cage, il n'y a pas de gros takedown envoyé, pas de slam.
Et bah en fait, quand Valentina arrive avec un coup de poing retourné et avec un coup de pied retourné au corps, ça annule les 2 minutes de contrôle. En tout cas, dans le scoring des juges. Ouais, quasiment. En tout cas, aux yeux des juges, c'est sûr que ça va être flashy, donc ça va un petit peu les perturber. Et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord, et je pense que la plupart des analystes qui ont déjà donné leur avis sur le combat sont d'accord aussi. Les phases de domination de Manon, ça manquait un tout petit peu de dégâts, en fait, de quelque chose qui peut vraiment faire douter Valentina. Même si peut-être que Valentina doutait. En tout cas, elle ne le montrait pas, ni dans l'attitude, ni dans le visage. Et c'est vrai que des fois, tu vas avoir des combattants qui vont avoir du mal à se relever, qui vont, tu vois, accuser le coup un petit peu. Elle restait quand même droite dans ses pompes, vraiment bien ancrée dans le sol, à essayer de capitaliser sur toutes les attaques de Manon. En tout cas, le clinch, elle domine Manon. Elle réussit même une amener au sol dans le 3e, où il y a quand même une belle phase de contrôle. Donc jusqu'ici, tout va bien. Le 4e, il est très serré aussi. Là, on est un peu plus dans le striking que dans le contrôle. C'est vrai. Il est vraiment serré ce round-là. Là, ça peut aller, c'est ce qu'on appelle les swing rounds, ça peut aller d'un côté ou de l'autre, sauf que il se passe quelque chose à la fin. C'est ce down, en fait, malheureusement, c'est que en fait, quand tu regardes le 4e round, Valentina a plus touché à distance. Mais il y a ce temps de contrôle qui fait que, certains juges vont se dire, en fait, Valentina, elle a été peu annihilée dans ce 4e round. Malheureusement, le down, en fait, elle vole le round dans les 10 dernières secondes du combat. Et là où moi, j'ai eu peur, c'est que quand Valentina down Manon, il n'y a pas de réaction défensive. C'est que Valentina a pu continuer et envoyer 1 ou 2 coups clean. Pendant que Manon était au sol, elle s'est fait sauver par le gong et c'est dommage parce que Manon aurait pu gagner quand même le combat avec ce 4e round. Avec ce round-là, mathématiquement, ça peut finir devant. Et ça doit finir devant même. Donc c'est très dommage, effectivement, parce que après, c'est toujours facile de pointer les erreurs ou les choses comme ça. Donc on le fait vraiment sur le côté analytique, et bien évidemment, pour juger les combattants ou les personnes. C'est juste que là, effectivement, sur ce sidekick, on n'est pas dans la bonne distance. Valentina, elle fait ce qu'elle fait depuis le début du combat. Elle capitalise directement. Et ça, c'est difficile. C'est là que tu vois la grande championne que c'est. Parce qu'il n'y a jamais une seule fois dans le combat où elle n'a pas capitalisé sur une erreur, Valentina. Et ça, c'est impressionnant. C'est 100% de réussite quasiment sur l'exploitation de la mauvaise défense, du mauvais timing, d'une entrée peut-être un petit peu trop téméraire. Donc vraiment, c'est coup de chapeau à la légende que Valentina Essay et à la qualité de l'opposition qu'elle a opposée. Je suis d'accord avec toi aussi sur le langage corporel, quand Manon prend le coup et va au sol. C'est vrai que ça dure que 5 secondes, c'est rapide, mais tu sens que qu'elle est touchée sur ce coup-là. En tout cas, c'est ce que son visage montre. Et c'est pareil, ça rentre dans la tête des juges, ça rentre dans la tête de tout le monde. Et à ce moment-là, on se dit tous, maintenant, Manon a besoin d'un KO pour gagner. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Oui, non, mais dans ce 5e round, on est très clair. Manon a besoin d'avoir un finish. Et il y a aussi un aspect que j'ai trouvé. Après, c'est un peu biaisé, mais quand Manon fait du cage control, le public hue. Ou n'a pas de réaction. Et en fait, c'est très bizarre. On a commenté le KSW ensemble. Moi, c'était ma première bord de cage. Et en fait, c'est très pesant quand il n'y a pas de bruit pour du cage control. Et un juge, en fait, en tant qu'humain, en tant que personne, même analyste très, très poussé, tu peux être un peu biaisé par cette ambiance. À chaque fois que Valentina mettait un coup, le public hurlait. Le public, limite, abusait du. Il y avait juste. Elle touchait à peine la joue de Manon, que ça criait, ça faisait des. Ça peut entrer dans la tête des juges, genre, ok, là, elle l'a bien touché, ok, donc ça va être plus fort que peut-être les 2 minutes 30 que Manon a pu faire dans le round. Et pour revenir, comme tu disais, sur le 5e round, c'est là, et tu me donneras ton avis, qu'on a vu l'expérience de Valentina. Oui, absolument. C'est pour ça, parce que tu vois, quand je te dis que ensuite, quand tu arrives, à cause de ce qui s'est passé dans la 4e reprise, tu te dis, bon, elle va peut-être avoir besoin d'un KO. Puis ensuite, tu reprends la tête froide, tu dis non, en fin de compte, si elle gagne ce round-là, mathématiquement, c'est bon, ça fera 3 rounds à 2 et on sera champion, pas de problème. Sauf que dans l'attitude, comme tu l'as dit, avec le public, etc., tu comprends que pour les juges, il y aura besoin de plus. Tu étais avec moi en bord de cage, tu peux des fois détourner la tête une demi-seconde. Une demi-seconde, tu vas rater quelque chose dans la cage, mais tu vas entendre le public. La première chose que tu vas penser, il y a un gros coup qui est passé. Alors que peut-être pas, mais ça va rester dans ta tête. Nous, on n'a pas besoin de juger, on commentait. Mais tu vois, pour quelqu'un qui a besoin de juger et qui l'a pas vu pour X ou Y raison, tu peux te dire, là, Valentina elle a encore pris l'avantage. Donc c'est vraiment important ce que tu dis, parce que ça va permettre aussi aux gens, moi le premier, quand il y a des décisions qui sont complètement dans l'erreur, je vais le dire et je vais pointer du doigt. Mais c'est pour ça que quand on parle de vol, quand on parle de choses comme ça, il faut aussi des fois se mettre dans la peau des juges. C'est vraiment un boulot compliqué. Toujours est-il que dans ce 5e round, Val
Valentina Shevchenko, elle passe en mode expérience, elle passe en mode contrôle, en mode championne. Et ça, c'est pareil, ça rentre dans la tête des juges. Quand dans l'attitude, toi, tu es en mode, moi j'ai gagné, hein. Je suis en train de contrôler mon combat en fait. Elle doit faire beaucoup, et vous voyez, elle me touche même pas en fait. Bah, c'est pareil, tu rentres dans la tête des juges et tu es en train de leur expliquer que tu dois juger ce round comme une championne qui est en train de contrôler le combat face à une challenger qui fait tout mais qui n'arrive pas à me toucher. Et c'est à peu près ce qui se passe dans ce round-là. Ah non, mais clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui se passe dans ce 5e round. Elle gère avec plus d'expérience. Je trouve qu'elle a créé beaucoup plus de distance qu'elle avait pu le faire, qu'elle a pu le faire dans le premier round, dans le deuxième et le troisième. Peut-être aussi par peur que Manon arrive à la contrôler tout le 5e round. Ouais. Elle bouge davantage. Et davantage, c'est un petit mot parce qu'elle bouge énormément dans le 5e round. Ouais. Elle fait beaucoup plus le tour de la cage qu'elle l'avait fait dans le 1, 2, Absolument. 3 ou même 4 pour Ouais. toucher Manon après son sidekick. Et en fait, je l'ai pas senti comme ça, mais on peut penser qu'en fait, elle a essayé de frustrer Manon. Et dans les 2 dernières minutes, Manon attaquait plus, allait plus, parce qu'elle savait qu'elle était derrière, en tout cas dans ce round-là, elle était très intelligente là-dessus. Et en fait, elle travaillait sur la frustration de Manon, et ça se voyait, Valentina gérer son combat. Et là, les juges, pour le coup, on voit cette frustration, et ça joue en fait sur leur notation. Et c'est pour ça qu'ils donnent ce 5e round à Valentina et pas à Manon. Absolument, absolument. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grande différence dans le 5e round entre les deux combattantes. Valentina, elle n'a pas fait de truc de fou. Simplement, elle a été peut-être un petit peu plus précise. Manon, elle a des phases de clinch, donc elle contrôle. Il y a des phases de clinch où elle contrôle clairement. Elle continue à démontrer sa supériorité physique dans cette phase-là du combat, en tout cas. Mais voilà, c'est pas suffisant. Tu as l'impression que c'est pas suffisant, même si tu essaies d'être le plus froid possible dans l'analyse du combat. Nous, on voulait tous que Manon elle gagne. Donc, moi, j'aurais aucun problème à être chauvin et un petit peu biaisé. Mais même comme ça, même à chaud, et puis même à froid derrière, parce que je l'ai revu le combat ce matin. Bah écoute, ouais, c'est compliqué de pas le donner à Valentina et au final ça fait 3-2 pour Valentina et elle reste championne de l'UFC. Il y a 2 juges qui ont la même carte que nous. Il y a un juge qui a quand même 3-2 pour Valentina, mais avec le 5e round à Manon et le 3e à Valentina. Donc bon, écoute, c'est du kiff-kiff. Encore une fois, c'est des rounds qui sont très serrés, donc que ça aille d'un côté ou de l'autre, l'important c'est d'avoir la bonne couleur au combat. Moi, je pense oui que c'est la bonne couleur pour le combat. Ouais, moi aussi. La plupart des médias ont la même chose. Je crois que tu as Sherdog, tu as les 3 gars de Sherdog qui ont le combat pour Manon, et plus 2 autres journalistes, mais pour le reste, ça va du côté de Valentina. Donc écoute, il faut rentrer dans l'analyse globale du combat. Les 2 rounds que Manon gagne, elle les gagne en luttant. Est-ce qu'il fallait lutter d'entrée, Anto ? Et bah en fait, la fin du combat te dit oui, fallait lutter d'entrée. Mais c'est pas le point fort de Manon, pourtant qu'elle l'a montré contre Blanchfield, qui est une très bonne lutteuse, l'une des meilleures lutteuses de la catégorie, l'UFC disait. Ouais. Elle n'a pas vu le jour contre Manon. C'est vrai. Mais le problème, c'est que le point fort de Manon, c'est le striking. Et lutter d'entrée contre Valentina, c'est pas chose aisée non plus. Parce que faut comprendre que oui, le combat commence debout, mais ça veut dire que tu commences aussi avec 100% de tes capacités physiques, 100% de tes capacités respiratoires. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un combat où quelqu'un tentait un takedown d'entrée. Il y a personne qui a fait une Chimaev à Valentina Shevchenko. Ouais. Elle est tellement compliquée à emmener au sol que en fait, quand tu affrontes Valentina Shevchenko, tu es obligé de capitaliser sur des erreurs. Ouais. Alexa Grasso a réussi à le faire. Il y a juste vraiment Amanda Nunes dans sa carrière qui a réussi à dominer Valentina. Et encore, le deuxième combat, on peut le discuter. Lutter d'entrée, c'est facile de le dire après le combat. Oui, il fallait lutter d'entrée. Mais je suis même pas sûr que Manon aurait pu le faire. Parce que voilà, Manon a dû s'adapter à Valentina. Mais c'est pas dit que Valentina n'aurait pas pu s'adapter à Manon. C'est vrai. Mais justement, c'est un peu l'histoire de ce combat-là. Parce que si tu veux, on avait face à face 2 combattantes qui ont l'habitude d'annuler leur adversaire. De prendre tout ce qu'elles ont de fort et dire regarde, en fait, dans ton domaine, je suis meilleur que toi. T'as plus d'armes. Et donc maintenant, tu vas subir le combat pendant 5 rounds. Et puis, merci, au revoir, quoi. Là, on avait 2 combattantes qui étaient très fortes à ce jeu-là. C'était à voir qui allait réussir à annuler l'autre. Et à ce petit jeu, on a l'impression que c'est Valentina, pendant au moins 3 reprises, qui a réussi à annuler le jeu de Manon. Et donc, c'est très difficile, évidemment, de s'adapter. Je pose la question en étant taquin, parce que c'est pour bien faire comprendre à tout le monde que c'est pas si simple que ça, d'arriver, de dire je vais lutter, et puis ça va fonctionner, quoi. Ah non, mais pas du tout. Mais surtout, faut bien faire comprendre que Manon n'a pas démérité. Elle a le niveau de Valentina à 2-3 détails près. C'est le même niveau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les moins de 57 kilos à l'UFC, à part Valentina, qu'on a vu ce week-end, personne ne tape Manon.
Elle a montré quand même. Ouais, elle a montré que faire un 3-2 contre Valentina et encore, et certains juges trouvent que c'est discutable, bah, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Surtout sur une décision. Oui, Alexa Grasso, elle a gagné, elle a soumis Valentina, mais à la décision, elle perdait. Il n'y a pas d'autre choix. Exactement. Donc il faut vraiment souligner la performance de Manon, la performance d'Aldric Assata, parce que le camp, il s'est pas fait tout seul. Oui. Il y a aussi les sparring, il y a eu Théo Mumuris, Axel Sola, Virgil Hogan ont tous bien pris soin de Manon. Donc non, c'est une performance déçue, bien évidemment, parce qu'il voulait la ceinture, tout le monde voulait la ceinture. Je voulais que Manon ramène la ceinture ici, qu'on parle avec elle. Après, Manon, on peut toujours venir et on peut toujours Avec grand discuter plaisir. de son combat et futurs combats, bien évidemment. C'est juste que le jour J, Valentina était meilleure. On l'a senti tout de suite parce que Manon a dû s'adapter à Valentina cette fois-ci et Manon n'a pas l'habitude de le faire. Ouais, c'est clair. Et puis, ça tombe bien parce que comme ça aussi, c'est vrai qu'on peut beaucoup parler de ce que Manon a pas bien fait, ce qui fait qu'elle a perdu, etc. Mais on peut parler de la performance de la championne aussi. Parce que il y a quand même pas mal de gens. Il n'y a pas que nous qui pensions que Manon pouvait gagner et que peut-être elle était même légèrement favorite. Les bookmakers, au début du combat, avaient Manon favorite. Donc c'est pas, pour reprendre une expression que tu aimes beaucoup, c'est pas capillotracté. On était tous OK avec ça, sur le fait de se dire, attention, Manon c'est quelqu'un, elle a battu tout le monde dans la catégorie. Donc c'est, vu les performances de Valentina contre Grasso, il y a une certaine logique à penser que c'est au minimum du 50-50, voire du 52-48 pour Manon. Imperturbable, tout simplement, la championne. C'est le mot que je retiens, moi. Ah non, mais c'est le mot. Il y a imperturbable, oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait aussi, moi, c'est expérience. Ouais. Parce que Valentina, elle a vraiment montré, elle a gagné elle a gagné en fait les rounds peut-être les plus difficiles à remporter. Le premier, et le quatrième et le cinquième, et les deux derniers. Ouais. Et en gagnant les deux derniers, ça montre vraiment son expérience des 5 rounds. Faut le dire aussi, c'est sa 10e victoire Ouais. pour le titre. Elle a rempli le rubis, mais là, on en rajoute un derrière. Il y a personne qui a fait mieux. Personne n'a fait mieux à l'UFC. Ouais. Quand on dit que quelqu'un a lavé la catégorie, Valentina l'a fait sur 2 générations. Ouais. Et donc vraiment, c'est ce mot-là. Expérience imperturbable, oui, mais c'est surtout aussi pour... c'est comme tu as raison, en fait, ce côté froid, c'est que dans le visage de Valentina, quand elle prenait un coup, rien. Ouais, Rien, elle bougeait pas, il n'y avait pas ce crissement du visage, cette expression au niveau des yeux, genre ah ouais, ça fait mal. Non, rien du tout, elle laissait rien transparaître, alors que dans le dernier combat contre Valentina, quand elle prend le down, contre Alexa, ouais. elle a ce changement, genre ah ouais, elle m'a mis au sol, là c'est compliqué. Ouais, non, mais tout à fait d'accord. C'est vrai qu'elle a été vraiment dans ce mode-là assez glacial. Elle voulait rien montrer. Elle avait fait de ce combat une bataille mentale, parce qu'elle savait que au niveau des skills, c'était kiff-kiff, que c'était 2 combattantes qui se valaient réellement. Donc il fallait une dimension supérieure. Et je pense que le mental a joué beaucoup. C'est pas que Manon a une faillite mentale, loin de là. C'est simplement qu'il y a une championne qui a su encore élever son niveau mental pour s'assurer de remporter ce combat-là avec un game plan somme toute simple, mais d'une simplicité diabolique, j'ai envie de te dire. Ah oui, non, mais exactement, c'est juste simple. Il faudrait aussi, il y a le mental, mais aussi l'attitude de Valentina, parce qu'en conférence de presse, Valentina donc a fait sa conférence de presse, elle donne tous les détails de son game plan. Oui, Manon, je savais qu'elle allait me lutter parce qu'en striking, elle l'avait prévu. En fait, elle l'avait dit, c'est en striking, je savais que j'allais être meilleur, donc elle allait me lutter, donc je savais qu'elle allait s'épuiser à me lutter et que j'allais remporter les 2 derniers rounds. C'est dur d'entendre ça en disant, en fait, elle avait prévu le combat. Ouais. C'est toujours difficile, mais en fin de conférence de presse, on ne lui pose pas de questions, on lui dit vas-y, tu peux partir. Valentina fait ouais, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. On avait fait un pari avec Manon. La perdante prend sa retraite. Manon, s'il te plaît, le fais pas. Et elle le dit clairement, elle fait non, c'était juste pour vendre le combat, c'était juste ne le fais pas. Ça montre que elle lui a donné quand même du fil à retordre. Bien sûr. Et qu'elle pense que Manon peut avoir cette ceinture un jour, peut-être pas contre Valentina, ou peut-être contre une revanche. Ouais. Non, mais c'est clair que tu as raison de le souligner, parce que moi je pense que même si Valentina elle était dans cette petite guerre mentale, qui même elle a failli aller un petit peu en dessous de la ceinture, à un moment elle se rapprochait dangereusement de la ligne rouge avec ses discours, mais elle donne du respect. Et en parlant de ça, en parlant de cette histoire de pari et de retraite, elle montre qu'elle respectait beaucoup. Et de toute façon, elle a montré son respect dans la cage. En préparation et dans le game plan, elle a montré qu'elle respectait beaucoup son adversaire. Et elle a fait ce qu'il fallait pour s'imposer. Donc écoute, on arrive à la suite. On va commencer pour la suite pour Manon. Parce que ça a mis du temps pour avoir ce title shot, beaucoup de temps.
On en a beaucoup discuté. On l'a montré dans le film RMC Sport aussi d'ailleurs. Elle a écarté quasiment toutes ses concurrentes pour ce combat pour le titre. Et puis, elle a échoué sur cette dernière marche. Ça ressemble à quoi la suite? Alors la suite de Manon, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que Manon peut revenir assez vite. Oui. Il n'y a pas de souci. Elle peut revenir pour l'UFC Paris, elle peut revenir pour un pay-per-view, parce que maintenant, elle a combattu pour le titre. Ça ne m'étonnerait pas que Manon fasse que des pay-per-view désormais. Oui. Donc elle peut se régaler là-dessus. Il y a pas mal de combattantes. Je vais commencer d'abord par Valentina en disant que potentiellement, le seul combat possible pour Valentina aujourd'hui, c'est Weili Zhang. Oui. C'est le combat pour Weili Zhang, ils l'ont tous voulu. Et Manon, ça lui fait beaucoup d'options. Alexa Grasso a perdu. Ouais. Pourquoi pas prendre Alexa Grasso, que ce soit à Paris ou à l'UFC 320 à Guadalajara. Ouais. Il y a Natalia Silva qui a battu Grasso, donc normalement légitime pour le titre. Mais si il y en a une qui doit attendre, Natalia Silva peut prendre Manon. Ouais. Ça peut être à Paris, ça peut être n'importe où. Il y a aussi Barber qu'elle a toujours pas affronté, ouais. Mais elle a un combat de prévu. Va falloir que Barber gagne. Et si vraiment l'UFC sont très méchants, et j'insiste sur très méchant avec Manon, il y a la revanche contre Rose Namajunas en 5 rounds. Mais là, il faut être très très méchant pour prévoir ce combat-là. Ouais, non, mais je comprends. C'est sûr que c'est pas si simple. En tout cas, je sais pas si elle va se retrouver une seule victoire d'une nouvelle chance pour le titre. Surtout si, comme tu l'as dit, Valentina, et moi je pense que c'est le plus probable, affronte Weili Zhang. C'est logique, c'est un méga fight dans les catégories féminines. L'UFC a besoin de ce genre de combat en 2025, donc je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. De l'autre côté, Weili, elle a a priori nettoyé la KT, donc les deux sont disponibles. Je pense que ça va le faire, et on peut. Alors, on va me dire que je peins encore l'image en noir, hein, Anthony, mais Weili bat Valentina, c'est revanche immédiate. Oui. On est encore bloqué pendant 1 an là. Ah oui, t'es bloqué pendant 1 an parce que à tout moment Valentina gagne cette revanche et ils en refont encore une trilogie. Après, c'est vrai que Manon a une possibilité, elle est très imposante pour la catégorie des 57 kilos, elle peut toujours monter en 61. On y vient. Est-ce que c'est pas une bonne option? Alors, ça, seul Aldric pourra y répondre, mais je vais te donner mon avis. Je pense que c'est une bonne option, mais attention, la catégorie peut être aussi bloquée. Il y a Kayla Harrison, c'est vrai. Il y a Juliana Peña, il y a Amanda Nunes qui veut revenir. Tu peux encore attendre 1 an aussi. C'est clair. Les options sont là. Monter de catégorie, avoir une victoire contre une top 5 pourrait la mettre en position pour le titre, mais aussi dans une position d'attente. Ça, c'est clair. La vérité, c'est que dans les deux cas, il y a de l'attente qui se profile. Pour pouvoir en tout cas avoir une nouvelle chance pour le titre. Manon l'a dit plusieurs fois, et ça fait depuis 2022 d'ailleurs qu'elle le dit, qu'elle n'a pas trop le temps, qu'elle veut atteindre ses objectifs pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc ce sera à eux évidemment de décider. Ce sera à Manon et Aldric de décider, et puis je pense que de toute façon ils s'exprimeront bientôt à ce sujet, probablement au micro de Jab Life et de notre ami Herbie, mais on peut compter sur lui. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je pense en tout cas, c'est important de pas peindre tout le tableau en noir. Des options, il y en a. De toute façon, c'est le combat, c'est comme ça. On arrive en position de gagner, on gagne ou on perd. Là où c'est frustrant, Anto, c'est que on commence à se transformer en Poulidor du MMA là. Ah oui, c'est exactement ça. Oui, Poulidor être l'éternel second. Ça serait dommage. Vaut mieux pas faire ça parce qu'il y a l'Espagne avec des guillemets, avec Ilia Topuria qui a eu, et ils nous ont charrié sur le film Topuria Holloway. Ouais. Je me rappelle très bien d'un journaliste espagnol qui dit les Français, ça se passe comment? On a un seul, voire 2 combattants à l'UFC, on a déjà un titre, vous en avez 5-6, limite une dizaine, et vous avez rien. Faut pas commencer à se faire charrier par toute l'Europe. Ouais, c'est clair. Écoute, en tout cas, c'était notre première chance. C'est là où je voulais en dire. C'est quoi la suite pour la France? Est-ce qu'on va avoir un event à Paris? A priori, on entend des bruits, on n'entend pas des bruits. Il y a des choses, il y a des combattants qui parlent. On a eu Fares au KSW. Il y a cette phrase à Fares au KSW. J'étais un peu dubitatif. Je me dis, il va pas y avoir du UFC Paris, c'est pas possible. Dana White, on le connaît. Yacine Zawini, qui a été sur la Fight Week à Montréal, mais aussi à celle de Miami, a posé la question. Est-ce qu'on aura un UFC Paris? Il dit moi je suis jamais venu, mais j'ai envie d'y aller. Combien de fois Dana White il a dit ça? Il est allé nulle part. On est d'accord. Mais Fares Ziam, qui a dit qu'il l'affronterait, mais en tout cas, c'est de ces mots, il affronterait un top 15 à Paris. Là, on est à 80% sûr qu'il y a un UFC Paris. Mais qui en met un event? Manon?
C'est la question à se poser. Manon, BSD, qui est revenu victorieux, et d'ailleurs on va y revenir tout de suite. Nassour, évidemment. Nassour. Donc, et puis, je tiens à rappeler à tout le monde que Nassour est lui aussi en très bonne position de combattre pour un titre. Donc bon, on a peut-être cramé notre première chance, mais on a d'autres chances qui arrivent, et peut-être même en 2025. Ah oui, non, mais même en 2025, après ça dépend parce que l'UFC veut faire Khamzat Duplessis. Ouais. On connaît le Khamzat, on sait qu'il peut à tout moment pull out et ne pas se présenter. Et Nassourdine et son équipe ont fait un post là-dessus. On veut prendre Brahio, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est d'être backup pour le titre middleweight. Et Nassourdine aura sa chance, c'est sûr. Absolument, je pense qu'il y a une bonne opportunité en étant backup, sans vouloir dénigrer Khamzat. Il y a un historique, on sait qu'il a déjà annulé pas mal de combats, notamment pendant les Fight Week, donc il y a une bonne option à jouer, donc rien ne dit qu'on n'aura pas une autre chance pour le titre en 2025, en tout cas pour ce qui concerne le MMA français. On va passer à l'autre français, justement, de cet event, c'est Benoît Saint-Denis qui faisait son retour contre Kyle Prepolek, dans des circonstances un petit peu rocambolesques, parce que sinon ce ne serait pas du MMA, n'est-ce pas? Il devait affronter le très dangereux Joël Alvarez. Finalement, Joël s'est blessé. Il a fallu trouver un adversaire. Pour refaire un tout petit peu l'historique, Benoît et son équipe ont dit « Nous, on s'en fout, on va à Montréal, on veut combattre absolument ». Il y a eu tout un tas de combattants qui se sont proposés, notamment Mateusz Gamrot, parce que c'est le plus haut profil qui s'est proposé pour ce combat, qui lui a dit que BSD l'avait refusé. BSD a clairement dit « Moi, j'ai refusé personne, c'est simplement que je veux combattre à Montréal et pas ailleurs ». Donc on comprend que Gamrot, lui, voulait combattre un peu plus tard sur notre Fight Night. C'est BSD le patron, parce que c'est lui qui voulait combattre. Et on lui a trouvé un adversaire qui devait combattre au Samouraï MMA la veille, le vendredi, c'est Kyle Prepolek. On a déjà tout dit sur lui, le combat donc c'est fait, et on commence avec un premier round assez atypique. Après, pour nous donner du crédit, on l'avait dit. On avait dit, ça se passera par le sol, et au moins ce qu'on a apprécié, c'est que, j'aimerais revenir quand même sur quelque chose, c'est que tous les juges ont donné 19. Oui. Est-ce que ce premier round, donc BSD utilise le sol. Oui. Il n'y a pas de souci. Tout le monde a vu le premier round, mais Kyle Prepolek, lui, il ne l'a pas vu, le premier round. Pourquoi ne pas le donner 18 alors? Ouais, en tout cas, il a beaucoup vu le toit de l'Arena à Montréal. C'est un cas, je suis totalement d'accord avec toi, Anthony, c'est un cas typique où on peut donner un 18. Parce qu'il y a tout. Là, il y a juste ce qui manque, c'est vraiment peut-être les dégâts. Parce qu'il manque un peu de violence sur les dégâts, mais par contre, le contrôle, il est là. La domination, elle est là. Et c'est aussi un critère dans les critères de notation. Il a annulé, pas juste le jeu, il a annulé Prepolek. Oui. Il n'a donné 0 coup dans ce premier round. Et ça devrait vraiment... Mais c'est pris en compte. C'est un critère. C'est un critère pour donner un 18. Oui, il n'a pas existé Prepolek dans ce premier round. Oui. Et ça fait plaisir de voir Benoît Saint-Denis aussi serein. Parce que je l'ai senti très très serein à l'approche du combat, l'entrée. Ça peut être compliqué de revenir après 2 défaites d'affilée. Ouais. Lui, il revient très serein, avec un game plan, et il suit son coach, et il donnait de la voix, Nicolas Hoth. Ouais. Il y avait énormément d'ambiance. Antoine Simon et Taylor Lapis qui ont commenté l'événement, donnaient de la voix pour BSD. On entendait les consignes de Nicolas Hoth, respectées par Benoît Saint-Denis, de A à Z dans ce premier round. Ouais, je pense que c'est la première chose à prendre de cette première reprise, en dehors du fait, comme tu l'as dit, de la domination totale. C'est ça, c'est le fait d'avoir vu un Benoît très concentré, très discipliné, c'est le mot qu'il faut utiliser. Il a été ultra discipliné dans ce round-là, il a écouté et appliqué le game plan à la perfection. Et c'est quelque chose qu'on voulait voir, comme toi tu l'avais dit, quand on a fait notre preview, on veut des réponses. On voulait des réponses, c'est une première réponse. C'est une première réponse très importante. Et d'ailleurs, on va pouvoir écouter l'inter-round et les consignes de Nicolas Hoth pour ce combat. On ne se précipite pas, gros calf kick, gros bras arrière, et ensuite on rentre sur la lutte. Au sol, le public il lue un petit peu. C'est pas grave. On continue à garder position. Mets de la pression de hanche par contre, un peu plus de pression de hanche. Sur l'étranglement arrière, le back tech, on va l'avoir. Faut juste mettre un peu plus de pression de hanche, ok ? Respire. Nicolas Hoth, il dit une chose très importante. Bon, on connaît Nicolas, on l'a dit, redit, pour son calme appréciable dans les interrounds, la façon dont il donne des consignes de façon claire, concise et sereine. Il parle des sifflets du public, des huées du public. Et il lui dit à Benoît, parce qu'il le connaît, j'imagine, faut pas prêter attention aux huées. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Antoine ? Le discours...
il est très intelligent. En plus, c'est super calme dans un combat qui il le dit lui-même. Hein, Nicolas Haute, c'est un combat de MMA, ça engendre énormément de stress, plus qu'on pourrait le croire. Alors déjà, rentrer dans une cage, 30 000 20 000 personnes qui te regardent, il y a du stress et en plus, il y a l'adrénaline du combat. Les mots sont calmes, les mots sont précis. Benoît sait ce qu'il a à faire. Et heureusement qu'il dit, n'écoute pas le public, parce qu'on voit ce qui se passe dans le deuxième round. Ouais. Imagine s'il écoute le public, ce qui se passe. Ouais, c'est clair. En fait, ce premier round et cet interround, proche de la perfection. Il n'y a rien à dire. Oui. Je te dis, il va continuer. Et pourtant, dans la deuxième reprise, BSD redevient BSD. Ah, il nous a fait peur, Baba. Il part à la guerre. Il nous a fait peur. Moi, je te cache pas que parce que dans le premier round, 5 secondes, il tente un takedown. Premier round, 5 secondes, il envoie un middle, puis un crochet, il se fait toucher. Je fais waouh. Là, on a retrouvé Benoît Saint-Denis, alors que ça fait bizarre d'entendre l'inter-round de Nicolas Haute et après ce que fait Benoît Saint-Denis. Et là, on a eu des réponses sur le premier round. Dans le deuxième, on a des questions. Ouais, on a des questions, clairement, parce que là, il repart sur ce qui, entre guillemets, lui, sait faire de mieux, dans sa tête en tout cas, hein. C'est de partir à la guerre, d'être conquérant. Lui, de toute façon, il l'a dit toute la Fight Week, qu'il voulait faire la guerre, la bagarre avec Prepolek, qui était plus que content de pouvoir aller dans un mode de combat, dans un style de combat que lui apprécie mieux et dans lequel il peut s'exprimer. Et il a du succès, hein, parce qu'il touche en contre, sur des crochets, sur des attaques en anglaise. Il donne des choses intéressantes, Prepolek, et il met BSD en danger, même s'il bronche pas. Il y a certains contres qui passent, tu sens que ça peut être dangereux. Il l'a touché. Il y a notamment 2 contres, un peu du même style que Poirier ou Thiago Moïse avait déjà fait à Benoît Saint-Denis, parce que la garde était assez basse. On avait expliqué que Benoît Saint-Denis avait une garde assez basse sur ses derniers combats, tous ses combats. Il n'a pas bronché, mais quand même, il faut faire attention. Peut-être qu'il s'est dit que Kai Prepolek, on n'était pas dans le combat. Il a peut-être pris un coup et il s'est dit il frappe pas fort, c'est bon, moi je maintiens, parce que peut-être que la frappe et c'est sûr, Prepolek ne frappe pas aussi fort qu'un membre du top 10 de l'UFC que peut être Dustin Poirier ou même Thiago Moïse, et il s'est dit celle-là je peux la prendre, il n'y a pas de souci, et donc il a pu libérer, comme lui le dit, ce côté animal. Mais c'est dommage, je mets des guillemets à dommage, que on a un premier round parfait où il a la voie le chemin de victoire, elle est là, et il le montre en plus qu'il le sait, parce qu'il le finit comme ça. Bien sûr. Mais il y a toujours cette question de Benoît Saint-Denis, c'est Benoît Saint-Denis, il le dit lui-même, je vais à la guerre, je vais pour vous. Mais en tant qu'analyste, tu te dis, c'est dommage quand même. C'est ça, il y a les deux visions qui s'affrontent, parce que quelque part, en tant qu'analyste, ou en tant que coach, etc., tu te dis, écoute, refais le premier round, et ça va très bien se passer, et normalement, il sort pas du deuxième round, Kai Prepolek, et puis en même temps, même s'il prend des contres BSD dans cette deuxième reprise, quand il accélère, quand il est dans le clinch et qu'il envoie les genoux, qu'il envoie les coudes, que ça fonctionne très bien, qu'il commence vraiment à mettre une sauce à Prepolek, et que ça termine par aller au sol, parce que Prepolek il en peut plus debout, et que là on a un bras-tête qui se dessine en l'espace de quelques secondes. Là tu te dis, quelque part en même temps BSD il a réussi à mixer un petit peu les deux. Il y a son côté animal, et en même temps il a fini au sol. Ce qu'on voulait voir toi et moi en preview en tout cas, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc écoute, il y a plusieurs conclusions à en tirer de ce qu'a fait BSD dans ces 2 premières reprises. L'essentiel, c'est la victoire, et de façon spectaculaire en plus. Et on est content qu'il ait pu montrer à la fois un côté discipliné, tout en gardant ce côté un peu foufou qui fait que c'est BSD. Mais celui qui en parle le mieux de ça, c'est lui, je pense. On va l'écouter. Le premier round, j'ai un nouveau coach, fallait que je lui fasse plaisir quand même, que j'applique un petit peu les consignes. Et le deuxième round, j'ai dit on va vous sortir un peu l'animal, merci Montréal. Il a dit clairement, le premier round, c'était pas pour lui, c'était pour Nicolas Haute, et puis ensuite, il voulait un round pour lui-même. Mais en fait, ce qu'il faudrait avoir, c'est la discussion d'après-combat. Nicolas Haute, il a compris. Déjà, il a vu le deuxième round, et il s'est dit, mais m'écoute pas là, c'est pas du tout ce que je lui ai dit. Il y a l'interview d'après-combat. Je voudrais être une petite souris et regarder ce qui s'est passé dans le vestiaire, ce que Nicolas Haute lui a dit, mais Benoît, en fait, tu étais conscient de ne pas suivre ce que je t'ai dit. Et pour revenir un peu plus sur le côté technique, sur le premier round, on voit que ses entrées en lutte sont masquées. En tout cas, le premier takedown, il est masqué. Le deuxième, après, il prend le dos, il met au sol, donc après, il a dominé. Mais dans le deuxième round, il couvre pas avec la boxe. Il fait complètement les entrées qu'il avait fait contre Thiago Moïse. Oui, il avait gagné. Ce qu'il avait fait contre Poirier. Et en fait, c'était trop lisible, et en fait, c'était parfois inquiétant
de se dire, mais en fait, Benoît, c'était tellement bien ce que tu as fait au premier round. Pourquoi lâcher l'animal, en fait, Benoît? Parce que c'est Benoît, visiblement, il a besoin de ça, lui, pour se sentir exister. Il a besoin de faire ce qu'il a fait. Donc écoute, c'est des choses qui sont pour lui. C'est à lui de voir. Si ça s'était mal passé derrière, évidemment, ça aurait pu être compliqué. On aurait pu avoir certaines remarques et qui auraient été un peu logiques. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de te poser, Anto, puisqu'on a eu les réponses que toi et moi on attendait, est-ce que ce serait pas judicieux d'utiliser le sol comme base de style de combat pour la suite de sa carrière à l'UFC? Bah, Nicolas Haute a très bien compris, parce qu'on a vu en fait que dans ce combat-là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait perfectionné la lutte et le grappling. Bon, les experts de grappling nous diront que oui, il y a eu quelques soucis, quelques détails à changer dans le premier round, parce que l'étranglement arrière aurait peut-être pu passer à plusieurs reprises, au moins une soumission un peu plus tight. Mais Benoît Saint-Denis, il l'avait compris dès le début de sa carrière, même avec Daniel Warin, il l'avait compris, même s'il a amélioré son striking. La plupart des finishes de Benoît Saint-Denis, elles sont tous à la soumission. Ses KO, la plupart des KO qu'il a fait, c'était simplement à l'UFC. Attention à pas tomber amoureux du KO comme pouvait l'avoir fait, comme beaucoup. Oui. Justin Gaethje, il est dans sa catégorie. Il est tombé amoureux de son pouvoir de KO. Quand même, on a eu des réponses sur ce sol. J'avais dit en preview que j'avais vu sur des briefs de sparring un peu plus de responsabilité défensive. Bah là, il m'a fait mentir, dommage. Mais Nicolas Haute, on sait qu'il travaillera là-dessus. Ouais. On a potentiellement un Benoît Saint-Denis nouvelle version, comme on a pu le voir pour Nassourdine Imavov. Nicolas Haute fait très bien le travail. On a la victoire au bout. Maintenant, c'est quelle est la suite? Nicolas Haute, on a sorti son interview sur le Fighter Club Sunday. D'ailleurs, hein, ceux qui sont abonnés à la chaîne RMC Sport Combat, vous pouvez aller le voir, hein, présenté par Sacha Alix, il y avait déjà Lito. Il le dit, Benoît, il a dit, je veux revenir dans 2-3 semaines, s'il y a un top 10, je le prends. Nicolas Haute a été un peu plus mesuré, et il a dit, non, moi je reviens à l'UFC Paris. Exactement. Et c'est dans ces phases-là, et pour pouvoir vraiment être complet sur cet apport de sa nouvelle team et cette nouvelle connexion entre BSD et Nicolas Haute et toute la team, c'est là où ça va être important. Parce qu'il y a à la fois ce qui se passe dans la cage pour canaliser BSD, et à la fois ce qui se passe en dehors de la cage. Parce que oui, si tu es dans les pompes de Benoît, tu te dis, moi ça va. J'ai pas pris de dégâts, je me sens super bien. Gamrot, a priori, il voulait m'affronter. Même s'il a un adversaire Gamrot de prévu, s'il y a moyen de me glisser dans l'équation, je peux tout de suite recréer une série de victoires rapides, taper dans l'œil de tout le monde et recommencer. Mais Nicolas, lui, il est sur une vision long-termiste. Il n'est pas là juste pour un combat ou deux, tout de suite on devient fou. Lui, il voit les choses, il y a un plan qui est établi. On sait que Nicolas, c'est quelqu'un qui aime bien se donner les objectifs et les étaler dans le temps. Donc je pense qu'il a plutôt raison. L'UFC Paris, c'est une meilleure option pour pouvoir recréer ce camp de travail, refaire quelque chose, refaire une vraie préparation, continuer à s'adapter à ses nouveaux sparring partners. Il l'a dit en conférence de presse, Benoît, que ça a beaucoup joué, l'apport de ces nouveaux sparring. Est-ce que tu penses que ça va être une histoire à la Nassour, où petit à petit il est monté avec cette nouvelle connexion jusqu'à mettre KO Izzy Adesanya? Bah, en tout cas, il faut reconstruire. Faut là. Bon, on avait regardé en arrière Joël Alvarez, Prépolek, on a regardé encore plus derrière, mais là, il y avait en fait, il était obligé de le faire avec l'UFC. Là, on va peut-être regarder un peu plus vers l'avant, et tu as raison, je pense qu'il faut faire un peu petit à petit. Comme peut faire Paddy Pimblett aussi. Il a eu beaucoup de combats hors top 15, Bobby Green, puis après Chandler, puis après un top 5, puis après pourquoi pas, Islam Makhachev s'il est toujours champion, ou Charles Oliveira, Topuria, peu importe qui sera champion. Mais petit à petit, là, si c'est encore un jump très haut dans l'avant, déjà on va dire, bah non, il a battu Prépolek, on peut pas lui donner un top 5, c'est pas possible. Déjà, donner Gamrot, c'est bien. Oui, c'est vrai. Déjà, Gamrot, il est devant, il est numéro 7, Benoît Saint-Denis, il est 13. Moi, ça me choquerait pas que l'UFC donne, par exemple, Michael Chandler à Benoît Saint-Denis. Oui, parce que Gamrot, il est devant, il devrait accepter, entre guillemets. Gamrot, là, il a voulu faire un all-in. Il s'est dit, il y a moyen d'arriver sur un UFC numéroté contre un combattant spectaculaire. Donc, il s'est dit, c'est bon bénéf pour moi. Ça s'est pas fait. Il faudrait qu'il accepte de venir en territoire ennemi, entre guillemets, affronter un combattant qui est moins bien classé que lui. Je suis pas sûr que du côté de sa team, c'est quelque chose qui se fasse. Un Chandler à Paris, ce serait quelque chose de très intéressant. Après, c'est pas que je souhaite
les pires ennuis de santé à Michael Chandler, qui est très clairement sur la pente descendante. Ça reste un nom. Paddy Pimblett vient d'en profiter, clairement. Donc pourquoi pas, on se dit pourquoi pas BSD non plus. En tout cas, c'est une option intéressante, je trouve, pour Paris. Mais est-ce que c'est pas Chandler qu'on a donné à Fares Ziam? On va voir. Écoute, on va voir. En tout cas, je pense que Fares, lui, a l'air content avec le nom qu'on lui a proposé. Maintenant, il y a d'autres options qui sont intéressantes aussi dans ce top 15, hein, qui est toujours bien blindé, et voir des combattants qui sont peut-être pas dans le top 15, mais qui sont juste à la sortie. On peut citer aussi les noms de Bobby Green, notamment, tous ces gars-là, hein, qui pourraient permettre à BSD de... Attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais de recréer une série de victoires, en tout cas, intéressante. Écoute... Sur BSD, je crois qu'on est complet. On va pouvoir passer aux 2 autres combats importants de cette carte. Le main event, avec un changement de ceinture. Et un changement de ceinture qui a énormément de conséquences. Énormément. Il y a beaucoup de choses qui vont découler de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal. Donc on a l'Australien Jack Della Maddalena qui a réussi à battre l'ancien champion. Donc maintenant, Belal Mohamed, c'est le nouveau champion de la catégorie welterweight, qui est en train... d'avoir un second souffle en fait, hein, visiblement, parce qu'on était un petit peu endormi dans cette catégorie. Ah oui, non, mais la catégorie, Kamaru Usman avait sa win streak, 15 victoires, heureusement pour lui, mais dommage pour nous, parce qu'il y a eu de beaux combats. Kamaru Usman, c'était pas le champion le plus spectaculaire de l'histoire. Leon Edwards, le bas, c'est bien, mais derrière, il y a Sean Brady, il y a Yann Gary, il y a Shavkat, il y a Buckley qui est descendu. Il y avait Prates, Yann Gary, il a un peu éteint cette cathèse, mais là, il y a ce week-end Morales, qui en 17-0 lui aussi. Jack Della Maddalena qui devient champion, et c'est un champion spectaculaire. Ouais, on aime. Il a réussi à rendre Belal Mohamed spectaculaire, et rien que pour ça, c'était magnifique. On va rentrer justement dans ce combat. Nous, on attendait tous une opposition de style parfaite entre un striker et un lutteur. On a eu un combat de boxe. Belal Mohamed avait annoncé qu'il allait montrer les Canelo Hands, les fameux Canelo Hands, et visiblement il l'a fait. Est-ce que tu penses, la question elle est simple en fin de compte, c'est est-ce que tu penses que c'était son game plan de base et qu'il a fait une grosse erreur parce qu'il s'est entêté, ou est-ce que tout simplement Della Maddalena l'a neutralisé? C'est une question assez compliquée. Moi, je dirais que je comprends pas en fait. Personnellement, après, moi c'est ma personne, je comprends pas sa stratégie. Pour moi, elle était incompréhensible. Parce que on l'avait dit en preview, s'il fait la même chose, ce qu'il a fait à Leon Edwards, normalement, c'est bon. Le titre, on l'a. Ouais. Le titre, on le garde. Il n'y a pas de souci. Je dirais que il y a eu une guerre d'ego en fait. Ouais. Lui, il a voulu combattre, mais en fait, il a combattu contre son ego. Et son ego lui a dit non, reste debout avec Jack Della Maddalena, ça va bien se passer. T'inquiète pas, t'es plus fort que lui, t'es meilleur que lui. Et on a vu que non. Il a juste voulu répondre à des critiques, et en répondant à ses critiques, il a perdu sa ceinture. Ouais, effectivement, c'est un peu bizarre en tout cas d'être venu comme ça sur ce game plan, même si il faut donner ses fleurs à Jack Della Maddalena, qui a réussi à annuler, en tout cas à arrêter certaines tentatives de takedown. Donc il a fait son travail, et il l'a boxé vraiment sale, hein, parce que vous avez tous vu l'image, j'imagine, du visage de Belal Mohamed à la fin du combat, avec la lèvre fendue et puis la paupière coupée, etc. Donc écoute, c'était une belle défense de lutte, qui a été mixé à une belle boxe de la part de JDM, hein, comme on va l'appeler maintenant, et qui lui a permis de récupérer la ceinture et de ramener une deuxième ceinture en Australie. Écoute, après ce combat, tout est clair. Islam Makhachev, il attendait qu'une seule chose, visiblement. Vraiment, hein, il a tweeté direct. Il a tweeté direct, il a même tweeté ça avant de demander si son pote allait bien, donc on peut se demander s'ils étaient vraiment potes. En tout cas, lui, il s'est positionné tout de suite pour être le challenger de JDM pour cette ceinture. JDM lui a dit, moi je t'attends, viens la chercher. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Moi c'est parfait. Personnellement, je trouve ça parfait, parce que Islam Makhachev, limite, c'est tellement trop parfait. C'est pour Islam, hein, en tout cas, parce que personnellement j'aurais préféré voir un combat Islam Makhachev contre Ilia Topuria, mais là en fait ce qui va se passer, c'est que, qu'on soit clair, ça va être Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena, ça c'est bon. En moins de 70, on aura Ilia Topuria qui va affronter Charles Oliveira. La catégorie, tout est relancé, et ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais Islam Makhachev contre Ilia Topuria, parce qu'il l'a dit, Islam, je ne rends pas ma ceinture, je ne la laisse pas vacante. Donc si Ilia Topuria devient champion intérimaire
Entre-temps, on aura toujours le droit à notre super fight double champion contre le champion intérimaire Ilia Topuria. C'est dommage, j'aurais préféré le voir le combat avant, mais Islam mérite très clairement de prendre la deuxième ceinture parce que tout simplement tout ce qu'il a fait en moins de 70 kilos. Ouais, c'est clair. De toute façon, et puis on sait, hein, c'est la tendance depuis quelques années. Maintenant, tous les combattants veulent être double champ, ils veulent une ceinture dans une deuxième KT. T'as l'impression que c'est un obligé pour pouvoir valider le fait que tu es une légende, alors que c'est une légende, hein, même si il a un règne particulier, c'est pas de son fait qu'il ait un règne particulier en lightweight. Hein. Islam, clairement, lui, il a toujours été là pour faire le travail. Malheureusement, ce sont les combattants de la catégorie qui, des fois, n'étaient pas au rendez-vous, tout simplement. Donc, je pense que lui, dans sa tête, le fait d'être double champion, c'est un petit peu... ça va lui permettre d'avoir une carrière différente de celle de Khabib, vraiment d'entériner le fait que sa carrière est différente, qu'il a même été plus loin, en fin de compte, en termes d'accomplissement. Et c'est quelque chose qui est visiblement très important pour lui. En tout cas, c'est un combat qui a eu des ramifications. Derrière, je pense qu'on aura Topuria contre Charles Oliveira. Complètement, c'est sûr. C'est clair et net. Et ils vont se battre pour la ceinture intérimaire. Ça aussi, je pense que c'est assez clair. On va passer à la retraite d'une légende. Ça t'a fait du mal, ça. Non, ça me fait du bien. Alors, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Moi, je préfère que José Aldo arrête de combattre. Oui. Sa carrière est suffisamment longue. Il se met en danger. Faire des guerres comme ça à son âge et avec le nombre de coups qu'il a déjà pris dans sa carrière, c'est un peu compliqué. En tout cas, il montre que même à son âge, même avec autant de combats et d'années de carrière, il est capable de faire ce genre de performance et de gagner. Très compétitif. Et de gagner. Je dirais même que c'est fait voler. Oui, non. Pour moi, il n'a pas perdu. Mais je préfère que tu le dises, Anthony, parce que bon, moi, tout le monde sait que Aldo, c'est mon combattant préféré. Qu'est-ce que tu en as pensé, en tout cas, de ce combat et de sa performance ? Déjà, faut souligner la performance des deux hommes. Aldo, Zahabi, ils ont fait un énorme fight. Mais les juges, pour le coup, je comprends pas comment tu peux donner Zahabi gagnant et en donnant dans la en fait dans la même soirée Manon perdante, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est qu'il y en a une qui a dominé debout, l'autre qui a plus de contrôle, qui a un peu plus gagné dans les échanges. Mais au final, les résultats sont différents. C'est ça en fait que j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi, pour donner ma carte, hein, R1, R2, Aldo, j'ai du mal à penser qu'il y ait autre chose. Il y a peut-être le round 2 qui comme tu disais, c'est un round où on peut donner aux deux personnes. Bon, pourquoi pas. Le troisième round, chacun a eu son moment fort, mais Zahabi a mieux terminé. Je sais que tu as envie de parler des kicks là. Là, les soccer kicks, les penalties, tu as envie d'en parler tout de suite. En tout cas, c'est les nouvelles règles. C'est les nouvelles règles qui sont en cours et Aldo a parfaitement exploité ces nouvelles règles qui sont en place. Donc, aucun problème. Il avait le droit d'envoyer ce coup de pied. Et j'ai même envie de te dire, c'est très poétique que Aldo termine sa carrière sur ce genre de coups qui l'ont rendu célèbre en tout début de carrière, notamment au Brésil où on avait le droit d'envoyer les soccer kicks. Donc, je suis assez content quand même d'avoir vu ça. C'est clair. Donc, écoute, il finit comme ça et ensuite il décide de poser les gants, mais on espère que c'est vrai, Anto. Ah oui, on espère que c'est vrai. J'ai pas vu Aldo comme toi, tu l'as vu, je suis arrivé, il était déjà au sommet, mais c'est vrai que c'est un combattant pour avoir regardé les archives, les combats, que j'aurais adoré forcément. J'ai pas la même nostalgie que toi, mais je préfère te croire quand tu me dis on veut que ça s'arrête, parce que vaut mieux que ce soit toi qui te mettent à la retraite que le sport te met à la retraite, comme on dit à chaque fois. Et c'est compliqué parce qu'il y a d'autres options. On sait qu'il y a le bare knuckle qui vient toujours attraper les anciennes légendes comme ça. On sait qu'il y a de la boxe puisque Jake Paul et tous les autres qui organisent des galas aiment bien aussi ramener ce genre de légendes sur leurs events. Donc écoute, on verra. Moi j'espère en tout cas que c'est une vraie retraite sportive pour lui, qui va pouvoir apprécier les fruits de son labeur. Écoute, je crois qu'on a été complet, Anto. On a tout dit. On a tout dit sur cette UFC 315. Voilà, écoute, on espère d'autres chances. On espère que Manon aura une autre chance pour le titre durant sa carrière, que ce soit dans cette KT ou dans une autre. On espère. En tout cas, Manon va revenir et il faut envoyer énormément de messages, énormément de force à Manon et à son équipe, parce que c'est vraiment stratosphérique ce qu'ils ont fait aussi durant toutes ces années. Absolument, je suis d'accord avec toi, c'est un bon moyen de conclure cet épisode. Envoyez-lui de la force parce que c'est là qu'on doit montrer qu'on est tous derrière elle, dans la victoire comme dans la défaite. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Merci à toi, Anthony. Et merci à toi, Baba. C'était génial. Et puis écoutez, abonnez-vous, likez, partagez, regardez la vidéo évidemment et soyez branchés pour nos prochains épisodes. Ça arrive très vite parce qu'on doit aussi vous parler du KSW. Et sinon, abonnez-vous sur toutes les plateformes et à très bientôt pour un nouvel épisode du Fighter Club. Salut tout le monde. RMC Fighters Club.